Il y a un vide, une absence béante sur ce plateau. Elle s'appelle Asli Erdogan, c'est l'une des plus grandes romancières turques d'aujourd'hui. Victime de la répression qui sévit en Turquie depuis juillet dernier, Asli Erdogan a été arrêtée le 17 août à son domicile, puis jetée dans la prison pour femmes d'Istanbul, où elle reste incarcérée à ce jour. Son seul crime, écrire depuis 30 ans sur les opprimés du monde entier. C'est une femme qui dérange, qu'on cherche à museler et à punir. Devenue symbole de la liberté d'expression bafouée, elle risque la prison à perpétuité. En attendant son jugement le 29 décembre prochain, la mobilisation pour demander sa libération est plus qu'urgente. Pour soutenir une écrivaine engagée, nous avons choisi de faire appel à une actrice engagée. Adèle Haenel, merci d'avoir accepté de prêter votre voix à une femme qui en est privée, qu'un régime autoritaire essaye de réduire au silence. Par le biais de son avocat, Asli Erdogan est parvenue à faire passer plusieurs lettres à la communauté internationale. Dans l'une d'elles, elle écrit « J'étais la cible idéale, la sorcière a brûlé ». Adèle Haenel, vous allez lire sa dernière lettre datée du 5 décembre dernier. Cette lettre est écrite depuis la prison pour femmes de Bakırköy, quelque part entre un asile de fous et une vieille léprosie. En ce moment, un nombre de journalistes, estimé entre 150 et 200, a été emprisonné en Turquie. Je suis l'une d'entre eux. Je suis une écrivaine, seulement une écrivaine, auteure de 8 livres traduits dans de nombreuses langues, incluant le français. Depuis 1998, je travaille comme chroniqueuse en essayant de combiner littérature et journalisme dans mes chroniques. J'ai été arrêtée pour la raison, ou plutôt le prétexte, que je suis l'une des conseillers d'Ozgur Gündem, le soi-disant journal kurde. Même si les lois régissant le journalisme ne donnent aucune responsabilité aux conseillers d'un journal et qu'aucun parmi les centaines de procès intentés aux journaux n'a inclus ces symboliques conseillers, 6 de ces conseillers ont été accusés de terrorisme. Nesimeh Alpay, linguiste et activiste pour la paix, Bilge Kantep, fondateur du Parti vert, Rajip Zarakolu, éditeur et candidat pour un prix Nobel de la paix, Ayhan Bilgen, parlementaire, Filiz Kossali, journaliste féministe. En fait, parmi ces 150 journalistes, il y a plusieurs écrivains, des académiciens, des critiques littéraires, mais ils sont tous en prison pour leur travail journalistique. La situation de la presse est alarmante. Environ 200 journaux, agences de presse, radios et chaînes de télévision ont été fermés sur les ordres du gouvernement en à peine 4 mois. Une punition collective a aussi été administrée au journal Cumhuriyet, le plus vieux journal de Turquie, bastion de la social-démocratie. Le journal Cumhuriyet a courageusement publié des rapports entre les relations entre la Turquie et Daesh et a fermement protesté contre les attaques d'enragés contre Charlie Hebdo. De nombreux journalistes, y compris moi, ont été poursuivis pour leur solidarité avec Charlie Hebdo, certains ayant même été condamnés à des peines de prison. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des concepts que nous devons à la République française, à la Révolution française. Plus de 200 ans ont passé qui ont donné du sens et une réalité à ces concepts, façonnés par des siècles de raisonnement, de pensée et de développement littéraire, découlant de siècles de labeur, de combat, de guerre et de sang. Ces concepts se doivent d'être universels, aussi bien en théorie qu'en pratique, pour tous, sans exception. Mon sentiment est que la crise récente en Europe, déclenchée par les réfugiés et les attaques terroristes, n'est pas seulement politique et économique. C'est une crise existentielle que l'Europe ne pourra résoudre qu'en ressaisissant les nations qui la composent. De nombreux signes indiquent que les démocraties libérales européennes ne peuvent plus se sentir en sécurité alors que l'incendie se propage à leur proximité. La crise démocratique turque, qui a été pendant longtemps sous-estimée ou ignorée, ce risque grandissant de dictature islamiste et militaire aura de sérieuses conséquences. Personne ne peut se donner le luxe d'ignorer la situation, et surtout pas nous, journalistes, écrivains, académiciens, qui devons notre existence même à la liberté de pensée et d'expression. Merci beaucoup, sincères salutations, Asli Erdogan, prison de Bakırköy, C9, 5 décembre 2016. Merci, c'était la dernière lettre qu'Asli Erdogan a fait parvenir depuis sa prison, le 5 décembre dernier. Dans cette lettre, nous l'avons entendu, Asli Erdogan définit la mission qu'elle s'est toujours assignée, essayer de combiner littérature et journalisme dans ses chroniques. Et le secret du talent d'Asli Erdogan est là, il n'y a aucune différence d'écriture entre ses articles et ses romans. Non pas qu'elle écrive ses fictions dans un style journalistique, au contraire, ce sont ses articles qui sont traversés par le même souffle épique, incantatoire, viscéral que ses romans. Et c'est toute l'originalité de cette écriture entière, à vif, exigeante, qui dérange le pouvoir en Turquie.
Les éditions Actes Sud, où tous les romans d'Asli Erdogan ont été publiés jusqu'à présent, vont faire paraître en janvier prochain un recueil de ses chroniques journalistiques, dont celles qui ont valu son incarcération. Interdit de publication en Turquie, le livre s'appellera « Le silence même n'est plus à toi ». Adèle Haenel, vous allez donner à entendre la langue si particulière de ce journalisme exalté et pris de vérité que pratique Asli Erdogan à travers un extrait de sa chronique « Au pied d'un mur », un reportage sur le coup d'État manqué du 16 juillet dernier en Turquie. Nuit du 15 juillet, Arbil. 100 mètres plus bas, à la radio, les combats durent depuis des heures. Les ambulances amènent toujours plus de blessés. Les snipers déployés autour de la caserne empêchent quiconque de traverser l'avenue. Couchés sur le trottoir d'en face, environ 200 personnes sont clouées au sol par une pluie de balles. Recroquevillé au pied d'un mur, la tête enfouie entre les bras, entre deux hommes, probablement deux policiers en civil, j'attends. Entre les salves des armes automatiques et la colère de la foule chauffée à blanc. Au beau milieu d'une guerre, plus vraie que réelle, mais dont la réalité n'évoque même pas celle d'un cauchemar. Une guerre à laquelle je ne trouve aucun équivalent, comme au bout du monde, dans ses plus sauvages confins. Entre l'impossibilité de partir et celle de rester, j'attends, replié sur moi-même comme un point d'interrogation qui se tord le ventre. Entre la nuit et l'aube, la pierre et la terre, entre l'obscurité de la nuit et la noirceur des hommes. Une explosion terrible ébranle le sol. Elle fait trembler la ville comme un panneau à demi arraché. On croit d'abord à un bombardement aérien. Quelqu'un insiste pour qu'on tire des roquettes. « Regarde », dit le chiffonnier policier sur le ton d'un instructeur militaire qui forme un bisu. « Celui-là qui passe au-dessus de nous, c'est un F-16, suivi d'un F-4. » Il y a des années, étudiante en physique, j'avais analysé la mécanique des ondes à l'origine d'explosions lors du franchissement du mur du son. Explosion en série qui étouffe même le fracas des fusils d'assaut G3, pourtant insupportables, marteaux géants qui s'abattent sur et dans mon crâne. Des fissures et des brèches colossales s'ouvrent dans la nuit. La réalité déborde d'elle-même comme les eaux d'un torrent déchaîné, s'éparpille au hasard comme une pluie de confettis. En fond, plus que des voix. Les voix de ceux qui n'ont pas pu s'abriter, qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Lambeaux d'obscurité étirés sur le pavé, longues ombres immobiles agrippées à la froideur et à l'humidité des murs, et roulées en boule dans ces ombres, quelques personnes si pétrifiées que leur sang ne semble plus couler. Qui sait comment l'idée me vient, mais j'appelle ma mère, sans penser une seule seconde à l'heure qu'il peut bien être. C'est une autre temporalité où les heures n'ont pas cours, où rien n'en fait bouger l'aiguille. Je veux entendre une voix lointaine, m'accrocher à cette voix pour reprendre pied dans l'attente de ma propre nuit. Mais je ne veux pas entendre ce qu'elle dit. « Qu'est-ce que tu fais là-bas » demande-t-elle en soupirant. Deux chiens des rues, affolés par les explosions, passent à toute vitesse devant moi, l'un derrière l'autre, comme deux vieux briscards. Ils courent à perdre haleine, plus bas vers le centre des combats, en plein milieu des balles. Sur le trottoir d'en face, un homme, une armoire à glace, se lève et fou de rage hurle « Vous allez finir par être à court de munitions !» Il montre ses mains, ses paumes vides, criant aux tireurs qu'il distingue mal dans l'obscurité. « Regardez-moi, moi je suis désarmé, mais je vais vous démolir de mes propres mains. » Deux Afghans de 15, 16 ans, avec lesquels un instant plus tôt j'avais essayé de parler, réfugiés derrière un maigre buisson. « C'est la guerre entre les Turcs et les Kurdes, ça ?» m'avait-il demandé. Repartent de l'avant avec toute l'assurance qu'ils peuvent d'être tirés, sauvés d'une guerre autrement plus violente. Mais après même pas 30 mètres, ils se réfugient sous un abribus, ils se couchent au sol. Fin de la parenthèse. Donc sa mère lui dit « Qu'est-ce que tu fais là-bas » Je ne trouve rien à répondre, incapable de m'assigner une mission, voire une entité. Je suis dans l'un des angles morts du destin, un nœud formé de toutes ces routes qui n'en finissent plus de se chevaucher, sans lumière, sans issue et sans retour, comme dans un cercueil. Il n'y a plus de temps qui mène jusqu'au présent, plus de temps qui file comme à travers le chat d'une aiguille, et plus personne pour en assurer l'étendue et la durée sur la base de l'instant. Plus rien désormais ici n'existe qui dissocierait les mots les uns des autres. Tous dans la même pelote d'ombre, les mots comme leur négation s'écoulent puis se dispersent. Rien ne sépare plus l'espoir du désespoir, avoir peur de ne pas avoir peur, être mort de ne pas être mort. Je viens de croiser deux chiens, je crie dans le téléphone, serré dans ma main. Ils couraient comme des fous. J'ai essayé de les arrêter, enfin j'aurais voulu. Des moitiés, des débris de phrases. Ma voix est sèche, elle rend les mots illisibles comme du papier brûlé. Je finirai par faire partie de cette histoire, ou bien c'est elle, cette histoire, ce montage nocturne, qui fera partie de moi. Baisse ta tête, ma sœur, combien de fois il faut te le dire, crie mon instructeur. Tout ce qui est raconté ici est vrai. Toute cette histoire est une histoire personnelle. Il m'a sauvé la vie.
Combien de fois l'ai-je dit, à la troisième personne du singulier et au passé? Je ne me l'entends même plus dire. Je le répète comme un mot de passe. Je cherche une porte de sortie dans la nuit. Il y a des instants où la réalité semble bien réelle, par instant seulement. Anonyme comme une impasse et le pied d'un mur. Les histoires viendront ensuite. Elles mettront l'interminable réalité, nuit, guerre, entre guillemets. Et cette histoire, ce montage nocturne, remplira la nuit qui se distend comme un immense filet déchiré de nos mots et de nos corps. Ainsi espérons-nous lui donner forme. Sûr que ce n'est pas un chiffonnier, mais un policier chevronné. « À terre, à terre, à terre !» hurlait-il en indiquant le pied du mur auquel nous étions réfugiés. C'était tout. Cette nuit-là, il était mon seul ami. Je n'ai même pas songé à le remercier. Nuit du 15 juillet, Arbille, devant la caserne. Juste à côté, à la radio, les combats qui durent depuis des heures sont sur le point de s'achever. On entend crier « Rendez-vous !» Les ambulances que les tireurs laissent passer amènent toujours plus de blessés. Dès le premier passage des F-16, le cercle de mitraille qui prenait en étau les civils sur mon trottoir a relâché son étreinte. Au milieu des secousses et du fracas des bombardements, je bats en retraite, pas à pas, trouvant abri de creux en recoin, d'arbre en arbre. « Tu as la technique, ma sœur », me lance mon instructeur en guise d'adieu. Les émotions et l'expérience ne nous reviennent qu'ensuite, bien plus tard, sous une forme méconnaissable comme du marc de café refroidi. Elles poussent, puis chutent, comme des épines n'ayant pas su trouver un coin de notre identité où se ficher. Le temps me lance au pas de course, loin du mur au pied duquel je m'étais réfugié. Il pousse la nuit à sa fin. À l'aube, le masque d'ombre tombe en lambeaux, ne révélant aucun visage. Je remonte en fantôme les rues par lesquelles je suis venu, les mêmes avenues, rues connues et familières, mais qu'on dirait étirées, rapetissées, déformées. Et ne semblant pas me reconnaître, elles non plus, elles refusent de supporter cette nouvelle charge, tout cet épuisement. Comme si à chaque pas, mon pied s'arrachait à une boule noire et visqueuse. Talonné par le souffle d'une créature maléfique, prête à la curer, j'essaye désespérément d'accélérer, comme si j'étais monté sur des échasses. J'essaye désespérément de me rendre invisible, de me fondre et de m'évanouir dans l'obscurité pâlissante, de me mêler aux ombres, à la pierre, à la terre, de m'enrouler dans un ultime bout d'étoffe arraché aux lambeaux de la nuit. Comme si un inconnu était mort dans mes bras, je grelotte, tirée par une pesanteur insondable, prise dans une étreinte rigide. Je grelotte comme il est inconcevable de grelotter par une nuit de juillet. Qui sait depuis combien d'heures durent ces tremblements. Il m'a choisi depuis le trottoir d'en face. Il se précipite vers moi, un énorme chien des rues, presque de la taille d'un ours brun, sa robe de 2 couleurs, sans doute un bâtard de berger anatolien. Le museau noir, la langue pendante. On voit qu'il est habitué à l'homme, il cherche un compagnon, un camarade pour la route. Lui aussi a compris que je ne me tirerais pas toute seule de cette nuit de menaces et d'effroi. Jouant à la perfection son rôle de chien sérieux, galant et zélé, il instaure une distance d'1 bras entre nous et met ses pas dans les miens exténués. Il veille de droite et de gauche et, bravant les ennemis et harceleurs potentiels, s'enorgueillit d'avoir gagné ma fidélité. Tous deux sommes les rejetons de cette route, de ce voyage nocturne dans la ville secouée comme un panneau demi-arraché. Les petits groupes nerveux que les F-16 acculent et ne regardent pas d'un œil bienveillant. Une femme qui se balade seule dans cette rue à 16 heures. Je serre contre moi mon compagnon de route à chaque intersection. Il s'étonne que je n'ai pas peur, là où l'odeur de l'homme est absente. Et chaque fois que nous croisons ces foules hurlantes qui agitent des bâtons et drapeaux, c'est à son tour de se serrer contre moi. Il ne veut pas qu'on le caresse. Peut-être qu'il trouve ça artificiel et déplacé par une telle nuit, à moins que désormais la tendresse ne soit plus qu'un douloureux souvenir. Il me quitte un instant, s'en va jouer avec d'autres chiens et chats, puis devant le conseil commercial s'évaïr, plonge dans la fontaine. Quelques minutes plus tard, alors qu'une fois de plus, les F-16 franchissent le mur du son dans une série d'explosions, je le retrouve collé contre mes genoux, trempé. Aux premières lueurs du jour, au dernier croisement, nous nous séparons. Furtivement, comme 2 guerriers vaincus qui ne peuvent se consoler d'avoir survécu sans se dire adieu. Comme 2 rescapés que la mer apaisée rejette à terre une fois la tempête retombée, nous nous éloignons au pas de course, dans des directions opposées, avec l'espoir de se retrouver un jour à l'endroit où nous nous sommes quittés. Le soleil est déjà haut, mais c'est comme si la couleur du sang restait pendue à un crochet sur l'horizon. Sur le pont, les lynchages ont commencé. Davantage qu'un jour nouveau, il me semble que la nuit continue et se prolonge.
Venue d'un soleil plus lointain et plus froid, la lumière ne réchauffe ni ne console. Elle ne promet rien aux vies qui ont été sauvées ou perdues. Nous venons d'entendre un extrait d'un des articles qui ont valu à Asli Erdogan d'être emprisonné. Un reportage sur le coup d'État de juillet dernier en Turquie. Aussi tenace et engagée soit-elle, Asli Erdogan est un tempérament extrêmement angoissé qui doute et qui s'interroge encore et toujours sur le pouvoir de l'écriture face aux tragédies du monde. En témoigne cette autre chronique, apparaître dans le recueil « Le silence même n'est plus à toi », qu'elle a écrite sur les 100 ans du génocide arménien par les Turcs en 1915. Cela s'appelle « Nous sommes coupables ». Ouais. Nous sommes coupables. Que faut-il écrire? Que peut bien faire l'écriture, la tienne? Que peut-elle bien mettre en mots? Et au nom de quel monde peut-elle transformer celui-ci? Jusqu'où peut-elle se baser sur la réalité? 3 heures du matin, la pluie tombe par intermittence, bientôt averse. Comme si c'était le bruit des secondes qu'on entendait battre sur le pavé. Je suis à ma place habituelle, dans ma nuit, où j'entre comme on se faufile dans une tente. Problème éternel, s'obscurcissant à mesure que l'ombre s'étend, pris dans l'étroit défilé qui coupe toute issue. L'écriture est soit un verdict, soit un cri. Mot autant de fois prononcé, il lui arrive parfois de s'accrocher à l'homme tel une anaphore, de l'éparpiller entre ciel et terre. Puis il le jette subitement dehors et l'abandonne sur les rives du silence. L'écriture comme un cri naissant avec le cri. Une écriture à même de susciter un grand cri qui recouvrirait toute l'immensité de l'univers, qui aurait assez de souffle pour hurler à l'infini, pour ressusciter les morts. Quel mot peut reprendre et apaiser le cri de ces enfants arméniens jetés à la fosse? Quel mot pourrait être le ferment d'un monde nouveau, d'un autre monde où tout retrouverait son véritable sens sur les cendres de celui-ci? Les limites de l'écriture, limites qui ne peuvent être franchies sans incendie, sans désintégration, sans retour à la cendre, aux eaux, au silence. Si loin qu'elle puisse s'aventurer dans le pays des morts, l'écriture n'en ramènera jamais un seul. Si longtemps puisse-t-elle hanter les corridors, jamais elle n'ouvrira les verrous des cellules de torture. Si elle se risque à pénétrer dans les camps de concentration où les condamnés furent pendus aux portes décorées et rehaussées de maximes, elle pressent qu'elle n'en ressortira plus. Et si elle en revient pour pouvoir le raconter, ce sera au prix de l'abandon d'elle-même. En arrière, là-bas, derrière les barbelés infranchissables. Face à la mort, elle porte toutes les masques qu'elle peut trouver. Lorsqu'elle essaie de raisonner depuis le gouffre qui sépare les bourreaux des victimes, ce n'est que sa propre voix qu'elle entoure. Des mots qui s'étouffent avant même d'atteindre l'autre bord, avant les rives de la réalité et de l'avenir. La plupart du temps, elle choisit de rester à une distance relativement sûre, se contentant peut-être, pour la surmonter, de la responsabilité du témoignage. Aussi excessivement facile, tardif et vain que cela soit, il faut le dire explicitement. Nous sommes coupables. Nous avons commis dans ce pays un crime si atroce que ceux qui en ont été les victimes ont trouvé ces mots pour le nommer. Grande catastrophe. Nous avons éradiqué un peuple. Après avoir appelé les hommes à combattre dans nos armées, nous avons massacré à l'appel leurs femmes et leurs enfants en les faisant marcher le ventre vide sur les routes interminables. Mais le crime des hommes est dans leurs actes autant que dans leur façon de les assumer. En niant nos agissements, nous avons commis un crime plus grand encore, en refusant de regarder cette femme qui nous appelait à l'aide, cette pauvre femme prise dans l'un des cortèges qu'on envoyait à la mort, cette femme qui depuis 99 ans nous a fait désespérément signe. Voilà le pire crime. Car c'est voler un être humain jusqu'à ses traumatismes. Accuser la victime de mensonge, c'est rejeter le crime sur ceux qui en sont les martyrs. Voilà sans doute pourquoi nos terres sont couvertes de fosses que nous creusons et refermons sans cesse. Jonchées d'os, de cendres, de silence. Nous ne sommes pas capables ni de regarder dans les yeux cette femme battue à mort puis jetée sur le bord de l'autoroute, ni les restes du squelette d'un partisan. Nous vieillissons pour oublier, oublions en assassinant et oublions sans cesse que ces cadavres, nous les portons en nous. Faire face est tout autre chose qu'accepter. Être capable d'affronter le regard des victimes, savoir leur laisser la parole. Il est peut-être trop tard, bien trop tard, pour les morts, mais laissons ceux qui en ont réchappé nous la raconter, cette grande catastrophe. Nous qui sommes désormais un autre nous. Un dernier mot avant le 1er mai. La place Taskim est à nous, ceux qui y sont morts à tout le monde.
chaque fois que nous marcherons vers cette place méconnaissable, malgré les matraques, les canons à eau, les lacrymos, chaque fois que nous en prendrons le chemin, elle sera à nous. C'était l'article « Nous sommes coupables » consacré au génocide arménien, l'une des nombreuses causes défendues par Asli Erdogan. Adèle Haenel, lorsque vous avez découvert les livres d'Asli Erdogan, vous avez bien sûr été frappé par son courage et la gravité de sa langue pour dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. Mais on n'a pas pu en juger jusqu'à présent, mais vous avez aussi apprécié sa façon très personnelle d'utiliser une arme imparable face à la dictature, c'est l'humour. Notamment dans son recueil de nouvelles « Les oiseaux de bois ». En fait, c'est pas, enfin, peut-être, je sais pas, mais par rapport à ce que vous avez dit au départ, non, sur sa façon de mêler le journalisme et la littérature, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce qu'elle défend, c'est justement contre la rationalité complètement folle, et malade des pouvoirs en place. C'est la vie dans ce qu'elle a de plus nébuleux et de plus complexe. Et j'ai l'impression que c'est cet élan de vie-là dont elle essaie de parler, et même quand elle parle de littérature, sur laquelle parfois j'ai l'impression que qu'elle bute, elle-même elle en parle de ça, de sa difficulté à parler de la vie dans cette forme insaisissable. Et j'ai l'impression que c'est en ça que, aussi bien elle est opprimée et privée de liberté, aussi bien on ne pourra jamais faire taire cette vie-là, je veux dire. Enfin, c'est pas en l'enfermant qu'on pourra lui prouver qu'elle a tort. D'ailleurs, de la même façon que là, dans le dernier article, elle dit aussi que c'est parce que les pouvoirs en place ne supportent pas d'entendre qu'ils ont tort et qu'ils veulent avoir raison sur tous les domaines. Ils veulent massacrer et jamais l'entendre, quoi, que ça a été leur... Enfin bref, je vais pas... Pardon, mais voilà. Bon, je vais lire le truc, ce sera peut-être mieux que je raconte ma vie. Vous allez nous lire un extrait donc d'une nouvelle du recueil Les oiseaux de bois qui s'appelle Journal d'une folle, où son sens de la dérision est particulièrement palpable. Ouais, je le lis pas, c'est pas en entier, c'est juste un extrait du Journal d'une folle. C'est la première partie, Journal d'une folle. Je raconterai plus tard comment ce journal est arrivé entre mes mains. Pour l'instant, je ne dirai que ceci. J'ai promis de ne pas révéler le nom de la personne qui a voulu s'exprimer dans ces colonnes. Je n'ai pas pu décider dans quelle mesure ce texte exprime la réalité ou est un produit de l'imagination. L'auteur se moque-t-il, invente-t-il, fait-il passer un message ou affabule-t-il, ou bien tout ceci n'est-il que le fruit d'une hallucination? Je l'ignore encore. Quand les spécialistes m'ont prise en main, j'avais 16 ans. Ils m'ont fait subir des tests, ils m'ont examiné attentivement, ils ont tiré leurs conclusions, m'ont soumise à un traitement, mais ils ne m'ont pas mise en circulation. J'étais un cas désespéré. L'accusé s'est levé, le juge a dit « schizophrénie paranoïde ». J'ai aimé l'étiquette qu'ils m'ont collée, car l'être humain aime tout ce qui lui appartient. Et j'ai pensé que toutes ces choses, les guerres, les prisons, les femmes battues, etc., n'étaient qu'hallucinations. Donc, ce n'était pas le monde qui était en cause, mais mon imagination débridée. Pendant les premières années de mon séjour à l'asile d'aliénés, mon père a rendu son dernier soupir. Qu'il repose en paix, il était blond, bien bâti, c'était un bel homme. Il ressemblait à Yul Brynner, et il n'était même pas chauve. Moi, j'avais l'air d'un pied de haricot desséché, longue, chétive, noiraude. Quand on nous voyait ensemble, on devait se dire, une fois de plus, qu'à notre époque, la famille était en faillite. Pour tout héritage, il ne m'a laissé que son talent pour le jeu d'échecs. Je le dis sans fausse modestie, je suis une extraordinaire joueuse d'échecs. J'ai même donné mon nom à une ouverture. Je n'ai jamais perdu, sauf une fois, il y a 10 ans. J'ai joué aux échecs jusqu'au matin avec un médecin stagiaire. Il avait un visage fin, des yeux verts. Quand il a dit « échec et maths », j'ai craqué. Je ne sais pas si cela a un rapport avec cette chose qu'on appelle l'amour. Mais... ça a été ma perte. Bref, venons-en aux faits. Le 14 juillet, à 14h30, j'ai été convoqué dans le bureau du médecin-chef. À ce moment-là, j'étais dans une sorte de débarras climatisé, sentant la lavande et garni de fauteuils en simili-cuir que dans l'argot de l'hôpital on appelle « suite des jeunes mariés ». Tout en sueur, j'ai couru dans le long corridor obscur. En adressant des vœux à mon Dieu personnel, j'ai ouvert la porte. Et qu'est-ce que j'y ai vu ? Tels des chevaliers, 4 psychiatres étaient assis à une table ronde chargée d'une montagne de dossiers qui, sans aucun doute, me concernaient. Comme 10 ans plus tôt, mes yeux cherchèrent involontairement le médecin aux yeux verts. Il n'était pas là. Avec la conscience de la mort, je m'avançais d'un pas tremblant. « C'est le psychopathe qui a dépecé sa femme ?» lança un docteur à l'air grincheux. « C'est normal qu'on me prenne pour un homme, je mesure 1m80 et j'ai la boule à zéro. »« Non, moi je suis la schizo » dis-je d'une voix d'outre-tombe. Entre nous, cela flattait mon orgueil qu'on me prenne pour un bûcheron.
En entendant cette voix, on aurait dit que c'est celle de Lazare, disant du fond de sa tombe à Jésus qui venait de le ressusciter, « Retire vite ta main ». Nous avons appris à changer ainsi notre voix en regardant un schizophrène dans un film américain. Tout le dortoir s'y exerçait et les assistants se tordaient de rire. « Les schizophrènes sont vraiment bizarres, dit le grincheux, qui avait de vastes connaissances et une longue expérience. « Tu prendras du thé ?» demanda le médecin-chef. J'étais morte de soif, mais, flairant le piège, je me dominais. Je savais que 4 pères dieux étaient prêts à interpréter chacun de mes gestes. Si j'étais tombée dans le panneau, ils auraient diagnostiqué une homosexualité secrète ou je ne sais quoi. Ces psychiatres sont tous des obsédés sexuels. Si j'avais pris une tasse ébréchée, ils auraient conclu que j'étais complètement fêlée. Ensuite, la façon dont j'aurais remué ma petite cuillère dans le verre en présence du vieux médecin-chef aurait révélé des intentions secrètes. Et puis, comment aurais-je pu la remuer sans faire la grimace ? « Écoute, ma fille, dit le médecin-chef d'un ton bienveillant, nous te rendons ta liberté. » Je restais sans parole. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que je rêvais? Était-ce une hallucination? Mais je veux que tu me promettes pas de couteau, pas de rasoir, pas d'extravagance. À la première faute, tu reviens ici. Je le promets. À vrai dire, je ne comprenais pas pourquoi on m'interdisait ce qui était permis à ceux qui étaient dehors. Je pris mon billet de sortie et m'éloignai d'un pas léger. J'ai 2 mots à dire, monsieur le médecin-chef. Selon moi, 1, vous êtes injuste envers les aborigènes d'Australie. Les 4 hommes restèrent pétrifiés. C'est une grande injustice d'imputer à Freud et à Jung la découverte du subconscient, alors que depuis des milliers d'années, les aborigènes d'Australie ne vivent que par leurs rêves. Et puis pourquoi toujours la mythologie grecque? Vous tenez pour rien l'Extrême-Orient, l'Afrique, les peaux rouges. Je sortis prestement, j'avais vidé mon sac, je les avais rivés au clou, pardon. Tandis que je m'éloignais, d'un pas de plus en plus rapide, j'entendais résonner dans ma tête, ça y est, je suis libre. Je me mis à courir et tout en courant, je sentais monter mon enthousiasme. Je criais à l'adresse de ceux qui restaient là. Viva la libertad! Viva el pueblo! Paf! Je me pris la porte vitrée en pleine figure. Ah mais ça y est, c'est fini. C'était un extrait de la nouvelle Journal d'une folle, tiré du livre Les oiseaux de bois. Asli Erdogan n'a pas écrit que sur les mots de la Turquie. C'est une femme qui a beaucoup voyagé. Et dans chaque pays qu'elle a visité, elle a déployé ses antennes pour traquer le mal qui y sévit, mais surtout pour dire la beauté de la vie qui triomphe toujours malgré l'oppression. En témoigne ce roman très fort qu'elle a écrit sur le Brésil, après y avoir vécu dans les années 90, qui s'appelle « La ville dont la cape est rouge ». Et c'est sans doute l'un des romans les plus puissants qui a été écrit sur Rio de Janeiro. Nous vous écoutons, Adèle Haenel, la lecture d'un passage de ce roman sur le Brésil. Ça s'appelle Les Lointains. Le soir où elle avait acheté le cahier sur lequel était inscrit « Protège la nature, l'extinction est éternelle », elle fut relâchée du commissariat après 8 heures de torture. Elle s'était précipitée dans une pizzeria, avait bu plusieurs verres de jus de papaye, plusieurs tasses de café et fumé un paquet de cigarettes. Elle avait acheté à un marchand ambulant le cahier le plus épais qu'elle ait jamais vu. Cependant, elle avait attendu des journées entières avant d'y écrire ce qui suit. « Je jure que je dirai la vérité, rien que la vérité. » Cette phrase était la phrase d'introduction des témoins, du moins dans les tribunaux hollywoodiens. Pourtant, un écrivain qui commence par cette formule doit accepter sa défaite dès le début. Même s'il entreprend de n'écrire que des faits, pardon, enfin, parce que je voulais dire, voilà, c'est ça que je voulais dire sur sa façon de parler de sa difficulté à écrire, non? Déjà cette phrase. Pourtant, un écrivain qui commence par cette formule doit accepter sa défaite dès le début. Même s'il entreprend de n'écrire que les faits désireux de parler en leur nom, dès qu'il commence à remplir la matrice qui se trouve devant lui, il est contraint de faire un choix. Qui? Quoi? Lequel? Il va voir que les mêmes faits donneront naissance à des réalités toutes différentes, selon l'ordre dans lequel ils seront évoqués, comme un jeu de 26 cartes offrant une multitude de mains au poker. Il ne pourra pas non plus prétendre être objectif dans ses choix. Qu'il le veuille ou non, il effectuera une discrimination, privilégiera certains, trichera avec d'autres. Toutes ses peurs, ses attentes, ses sentiments de mépris qu'il n'ose avouer, verront le jour et nuiront à son don d'observateur dont il est si fier. Aucun ego n'est assez faible pour lutter contre sa propre vérité. S'il arrive à franchir cette étape sans perdre sa croyance, il faut par ailleurs le féliciter pour son courage et son idéalisme, il comprendra qu'il doit tout affronter en solitaire, par ses propres moyens, du choix des outils à la construction d'un pont entre les mots et les faits. Là, il tirera encore plus de leçons.
Mais la plus grande déception qui l'attend se trouve à la fin des nombreuses nuits et jours passés dans une mer de cendres, entre quatre murs, avec une nouvelle ride formée sur son front. Le résultat de tant de peine, d'efforts, de bonne volonté, d'agitation et de dépression ne sera pas le pont auquel il s'attendait, c'est-à-dire un pont qui part de lui vers le monde extérieur. Il aura simplement construit un beffroi personnel dans l'horrible désert de la réalité, tandis que la vie se poursuivra avec toute son indifférence et son ironie. Un beffroi au bois fissuré, gonflé par les vents, bourdonnant, secoué. En fin de compte, celui qui prend la plume en main doit sans cesse lutter avec cette question. Quelle est la dose de réalité que je peux supporter ? Elle ne savait pas quand elle avait décidé d'écrire « La ville dont la cape est rouge », ni si elle avait pris une telle décision. C'était le produit de hasards inexplicables, d'intersections, de correspondances. Ce livre était né soudainement, comme une passion. Il avait surpris Osgur. Il avait la tristesse des enfants non désirés. Lors de ses premiers mois à Rio, remplis de souffrance et de peur, elle se tendait de douleur comme une jument ayant du mal à mettre bas. La métamorphose qu'elle avait nommée le processus de destruction se réalisait à une vitesse foudroyante. Sous les tropiques, tout pourrissait très vite et tout se renouvelait aussitôt. En une nuit, l'endroit où les arbres avaient été abattus se recouvrait d'herbes sauvages, de buissons épineux, de lierres vénéneux. Le chaos remplaçait alors l'ordre établi. Les morceaux remplaçaient le tout, l'indomptable prenait la place de l'apprivoisable. Une preuve parfaite de la thermodynamique dans cet univers gouverné par les lois de la physique. C'est avec une audace folle qu'elle s'était jetée sur les passions avec l'impudeur d'un parvenu. Dans les embrassements ordinaires et magiques, elle avait goûté à l'ivresse de la chair tardivement découverte. Elle avait été séduite par des noms latins tels que Fernando, Roberto, Rodrigo, qui se terminaient par un O tendre au timbre de guitare. Chaque fois, elle était tombée follement amoureuse. Il s'était facilement débarrassé d'elle. Avec une belle parole, un sermon, un sourire chaleureux, une nuit d'amour qui coagulait la solitude plus qu'elle ne la dissipait. Et toujours cette même explication. Je te prie de ne pas personnaliser le problème. Ici, c'est Rio de Janeiro. Je dois absolument te voir. Cette nuit même, ton odeur me manque tellement, je te rappellerai à 5 heures. Elle avait entendu ces phrases de nombreuses fois, tantôt de lèvres différentes, tantôt alignées fermement. Elle y avait seulement cru la première fois. Pour pouvoir être présente à ces mystérieuses 5 heures, elle avait quitté le cinéma en plein milieu du film et était rentrée chez elle comme sur un tapis volant. Elle avait passé des heures, des journées entières, des nuits à côté du téléphone, comme une mère ayant du mal à croire à son bébé mort-né. Ne pouvant lutter contre les nuits se prolongeant devant elle comme des tunnels noirs, elle s'était enlacée à des corps humains, remède aux pires souffrances. Elle avait docilement accepté que sa maigre sexualité soit projetée d'un danseur de samba à un autre. Elle avait compris qu'elle était la figurante des histoires d'amour. Mais la solitude l'avait tellement étourdie qu'elle était prête à se contenter d'un souffle d'amour fragile, frissonnant, qui existe même dans les relations les plus intéressées. L'imagination est capable de transformer les plus légers souvenirs en contes de fées. Sa mémoire exagérait le plaisir qu'elle prenait, aussi bien que le rôle qu'elle jouait. Elle s'emparait du téléphone au comble de l'art de la duperie, et elle le relâchait dès qu'elle entendait la voix du répondeur qui disait « Oi !» d'une manière propre à Rio, d'un ton gâté, antipathique et arrogant. Cette ville l'avait abandonnée, elle aussi avait renoncé à elle-même. Sinon, elle n'aurait pas pu offrir son corps si aisément. Dans le répertoire d'amour de Rio, le corps avait toujours le dernier mot. La personne à qui elle venait de parler au téléphone et à qui elle avait fixé un rendez-vous n'apparaissait pas de toute la nuit. Il la faisait attendre seule pendant des heures sur la place la plus dangereuse de Rio. Le deuxième chèque que le patron lui avait donné avec tant d'excuses était encore une fois refusé. Son élève, chez qui elle était allée à 3 heures du matin en changeant 3 fois de bus, n'était pas chez lui. Sans même déjeuner, à son retour à la maison, elle se faisait attaquer par un gamin, la menaçant d'un couteau pour avoir ses derniers sous. Ses copines draguaient ses amants devant elle, et en plus, elle souhaitait être remerciée de lui avoir appris les astuces de l'art de la séduction. Les rues de Rio, qu'elle essayait de tenir à l'écart de son monde extérieur, dépassaient les limites de ce qu'elle pouvait supporter. Des plaies gangréneuses, des coups de feu et la sexualité. À chaque pas, un enfant affamé se dressait devant elle et la laissait en tête à tête avec cette question. Est-ce que je perds mon humanité? Ou alors, est-ce cela être humain? Tous les principes qu'elle avait passés à l'alambic de son expérience avaient été usés les uns après les autres, gaspillés, corrompus. Elle avait perdu un par un les îlots qui se trouvaient dans le cercle appelé moi. Ceux-ci avaient formé des satellites indépendants autour d'elle.
Il ne restait plus qu'une croûte vide, condamnée à pourrir, abandonnée à la miséricorde du temps qui n'épargnait personne. Au début, elle s'était réfugiée dans la littérature, son amie de toujours. Elle avait cherché un écrivain qui puisse éclairer la nuit qui régnait en elle et qui devenait de plus en plus profonde. Un écrivain qui aurait mis le pied sur des terres sauvages et qu'un enfant de 12 ans, rien que ça, aurait menacé d'un couteau. Dorénavant, Özgür avait deux mondes différents. Dans le premier, tissé par des sonates de piano et des récits de Tchekhov, la vaste mer superficielle appelée vie se dessinait sur un fin coquillage. Le second appartenait à la jungle, décidé à tout assiéger, aux tueurs à gages et aux adultères. Pendant longtemps, Özgür avait cherché un écrivain apte à échanger le monde réel, mais aussi irrationnel dans lequel elle vivait, contre un monde plus fictif, mais en même temps plus proche de la réalité. Finalement, elle comprit que la seule personne capable de donner un sens au vide qui l'entourait, c'était elle. Personne d'autre ne pouvait, à sa place, déchiffrer les énigmes de la vie, ouvrir ses cadenas. Elle avait commencé à écrire le jour où elle avait déterminé sa position de défense contre la violence aveugle de la ville. Elle n'écrivait ni pour elle, ni pour les autres, seulement parce qu'elle était contrainte. Telle une plaie que l'on gratte, elle arrachait au fur et à mesure la croûte du phénomène Rio, et le sang noir craché par un malade atteint d'hémorragie dégoulinait de ses phrases. Elle avait compris au cours de son 4e mois à Rio, en rencontrant la 4e victime d'un assassinat, qu'elle était un mortel ordinaire. Elle avait accepté l'idée qu'elle pouvait être abattue d'une balle en plein milieu du trottoir dans une rue quelconque. Dans une tragédie qui se poursuivait depuis la nuit des temps, elle attendait de jouer son petit rôle et les mots lui avaient seulement été prêtés. Un écrivain avait dit « Pour connaître l'homme, il faut aller loin ». Et ce n'est qu'après être allée si loin qu'elle en savait plus sur les latinos. Ne va pas dans le lointain, la réalité est au fond de toi. No ire foras. Il fallait peut-être franchir l'enfer pour pouvoir renaître, traverser les tropiques dangereux, infernaux, tristes. Elle avait rejeté le monde qu'on lui avait offert. Elle avait rassemblé toutes ses forces dans un seul but, attraper Rio de ses mains comme un papillon et l'enfermer dans ses propres mots sans la tuer. La ville dont la cape est rouge était née. C'était un chapitre du roman La ville dont la cape est rouge, où Asli Erdogan met en scène une femme qui essaye d'écrire un livre après un interrogatoire musclé par les forces de police. Même si elle n'avait jusqu'à présent jamais été incarcérée, la torture et l'enfermement ont toujours été des thèmes majeurs de l'œuvre romanesque d'Asli Erdogan. Et le caractère prémonitoire de ses livres est donc extrêmement troublant, tout particulièrement Le bâtiment de pierre, une dénonciation à la fois poétique et politique de la prison en Turquie. Asli Erdogan a écrit ce roman en 2009 et sa lecture aujourd'hui est spécialement glaçante, tant le livre fait écho à son destin tragique. Adèle Haenel, je vous laisse lire une évocation de la vie en prison telle qu'Asli Erdogan l'imaginait, sans savoir qu'elle allait la vivre un jour. Ton ultime pays libre. Tu te traînes sur le ventre, tu rampes sur des pierres de la couleur de l'homme, tu cherches une main amicale, un mot auquel t'agripper pour te hisser, un fleuve qui t'emporte, un fleuve qui mette fin au silence. Tu cherches un mot, une main, en gémissant, en tremblant, en claquant des dents. Tu laisses des empreintes tout le long du mur, roses qui se fanent sitôt écloses, avec leur rouge intense, leur repli et leur parfum. Tu voudrais être mort, devenir un être ailé, ne jamais être né. Que n'y a-t-il un Dieu auquel tu puisses dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu rampes sur les genoux, sur les coudes, tu sors de ton corps comme une rivière se retire de son lit asséché. Tu fermes les yeux pour les rouvrir dans un autre monde. Un monde pas encore mort, pas encore créé. Tu avances lentement, à grand-peine, dans cette nuit toujours semblable, vers la fenêtre, au bout du mur, vers ce visage humain émacié et étrange que reflète la vitre embuée, couvert de taches, disloquées, intemporelles. Tu chemines vers le monde extérieur dont les contours indécis apparaissent derrière ton reflet, vers l'appel bleu comme la glace de l'étoile du berger, ton étoile désormais, qui t'attend à l'horizon. Tu prends appui sur le rebord de la fenêtre, tu te lèves lentement, comme la lune nouvelle se lève sur les ruines. Tu voudrais gravir l'escalier du ciel, te changer en une clarté d'un or pâle et faire pleuvoir tes rêves sur la nuit, sur les eaux ténébreuses, sur le long sommeil agité des hommes, sur les forêts incendiées. On ne distingue plus l'obscurité de la pierre de celle de la nuit de la pierre de celle de l'homme.
Pégase est né de la tête fracassée de la méduse, du sang le plus ancien, des veines de la pierre, et il s'est changé en étoile. Or, les étoiles n'appartiennent qu'aux défunts. La Voie lactée dessine leur visage. Sans mot dire, tu tournes tes regards vers le bas. Tu vois les toits brillants d'humidité, les rues où nul ne remarque ton absence, les places, les ponts, les lumières sophistiquées, indifférentes, indécises de la ville. Horizons qui ne promettent qu'une nouvelle disparition. Tout seul, à grand-peine, tu te mets debout. Par-delà l'espoir et le désespoir, le bien et le mal, tes bras sans force pendent à tes côtés comme des ailes brisées. Pendant un courant d'air froid, ton ultime pays libre te fouette le visage. Un vent chargé d'éternité disperse tes cheveux, mais il rassemble tes morceaux épars et te rend ton visage. Sur tes yeux privés de sommeil passent doucement les doigts du clair de lune. Il te montre la vie comme un miracle et se pose sur tes paupières sans te faire mal. Désormais ton corps tout entier est invulnérable. Il vibre comme un arc tendu. Il attend aux portes du monde son dernier exil. Ton voyage n'est plus qu'une paire de battements de cœur d'un horizon à l'autre. L'étoile du matin, ton étoile, te tend une corde pour la rejoindre. Tu prends pour la première fois conscience de ton innocence en posant la tête sur la nuit épineuse. Seul, vaincu et altier, tu t'appropries tous les destins qui s'entrecroisent ici. En te balançant en silence dans le vent, tu t'élèves bien droit au-dessus des mensonges de la vie et de la mort. Une fois de plus, la dernière, on entend les accents sublimes du cœur. Il débute doucement, puis s'amplifie peu à peu, s'élève en vagues successives par-delà les cieux et les nuits, dominant tous les bruits et les silences du monde. Ne t'arrête pas, saute, jette-toi dans le vide. Ce qui vous appelle, toi et ta solitude, avec ta propre voix, c'est le cœur ineffable et somptueux, les tambours de la victoire ou de la défaite et le vent. Le vent. En remerciant les étoiles, dans ce matin sans étoiles où tu es mort, dans une inexorable solitude, d'un seul mouvement de ta tête affaissée, tu as arrêté la nuit. Tu l'as arrêté pour nous tous. Très tôt, perché sur l'escalier de pierre qui s'élève vers les cieux, tu as déployé tes ailes, l'une vers la lumière, l'autre vers les ténèbres. Tu as allumé la dernière bougie de ta résistance et en souriant, peut-être, tu l'as offert au jour de ta naissance. À cet instant, une étoile est ressuscitée. Et tu ne m'as laissé tes yeux pour que je puisse regarder la vie comme un miracle. Et tu m'as laissé tes yeux pour que je puisse regarder la vie comme un miracle. Après tout, la nuit finira, une aube nouvelle éclairera le monde. La porte s'ouvrira et la grande parade des cieux, des déserts célestes, va commencer. La porte s'ouvrira, écrit Asli Erdogan dans ce roman prémonitoire Le bâtiment de pierre sur l'horreur de l'incarcération. À 10 jours de son procès, on espère que la porte s'ouvrira pour Asli Erdogan et qu'elle pourra quitter la prison pour femmes de Bakirköy où elle est détenue depuis juillet dernier dans un état de santé très très dégradé. La mobilisation doit donc continuer jusqu'au 29 décembre pour obtenir sa libération sans condition, ainsi que celle de tous les journalistes, écrivains, universitaires, toutes les victimes des purges en Turquie. Un grand merci à vous, Adèle Haenel, pour avoir donné à entendre les textes incandescents et engagés d'Asli Erdogan. Et merci à tous les internautes qui ont suivi cette séquence. Si vous voulez manifester votre soutien à Asli Erdogan, vous pouvez signer la pétition qui a été lancée sur le site change.org et dont vous trouverez l'adresse sur telerama.fr. Merci. Merci.